Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Ok, super, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon et je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde dédiée aux femmes dans le numérique de l'État. Donc, on va avoir plein de profils différents et plein de personnes qui sont dans différents services de l'État. Et on va voir que la place des femmes dans la tech est une donnée centrale, mais c'est aussi le cas pour l'État. Donc, on va commencer par faire un petit tour de table. Donc, pour vous donner une petite idée de ce dont on va parler, je vais vous faire une petite teasing. Donc, vous essaierez de les reconnaître. Une femme qui conçoit la politique publique de l'État, employeur du numérique. Une femme à la direction de la transformation numérique d'un ministère. Une femme responsable des projets citoyens de premier plan. Une femme pour changer le regard au cœur de l'humain au ministère des Armées. Et une femme pour porter les projets d'éducation en direction des filles et d'implication des femmes. Tout un programme. Donc, je vous propose de commencer tout de suite et vous la découvrirez tout seul par Soraya. Donc, le dispositif à Vivatech fait que je vais lui passer l'ordinateur pour qu'elle puisse vous voir. Et donc, il y aura quelques petites ruptures. Mais voilà, c'est le côté rock'n'roll. On improvise, on s'adapte et on domine. Donc, Soraya, je vous donne la parole. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je suis Soraya Saha, je suis la chef de la mission talent à la direction du numérique de l'État et je m'occupe donc plus particulièrement des sujets d'attractivité et de fidélisation des talents du numérique pour pouvoir les réintégrer ces compétences au sein des ministères. Et c'est une action qui est extrêmement importante pour nous et notamment les talents du numérique féminin que nous souhaitons pouvoir recruter et avoir à nos côtés pour mettre en œuvre nos grands projets structurants. Je vais passer la parole à ma collègue qui est à mes côtés et qui se présentera elle-même, Christine. Bonjour, je suis Christine Ballian. Donc, je travaille à la direction du numérique de l'État comme Soraya et je suis en charge du programme France Connect. Donc, France Connect, c'est un outil numérique qui permet de se connecter à des services publics en ligne et donc de simplifier l'accès à des services publics et privés en ligne en réutilisant ces identifiants mots de passe, Amélie, Info et La Poste. Et je vais passer la parole à Anne, qui travaille également au numérique de l'État. Bonjour à tous, donc je m'appelle Anne Jean-Jean, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants et je suis directrice du numérique des ministères chargés de la transition écologique, de la mer et des territoires depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et maintenant, je passe la parole à André. Bonjour, je suis André Saint-Afrique, je suis au ministère des Armées et je suis coach professionnel et je suis en charge de l'innovation managériale ainsi que du développement managérial sur les cadres supérieurs et intermédiaires, civils et militaires. La parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Muriel Brunet. J'ai rejoint il y a peu la direction générale d'Imeria pour prendre en charge le programme éducation et numérique. Et moi, ça fait à peu près 25 ans. Je suis au carrefour, en fait, entre numérique, développement économique, innovation et développement territorial. Je l'ai appliqué au secteur public, au secteur privé. Et aujourd'hui, voilà, je travaille pour améliorer avec le numérique l'éducation et l'enseignement de demain et d'après-demain. Je repasse la parole. Merci à toutes les 5. Pour ma première question, c'est on sait maintenant ce que vous faites, mais comment est-ce que vous êtes arrivé là? C'est quoi votre parcours? Comment est-ce qu'on finit par s'intéresser au numérique et à mettre ses compétences au service de l'État? Muriel, je te repasse la parole. Merci. Alors, c'était un parcours, en fait, j'ai repris mes études à 30 ans pour me réorienter vers le numérique et l'innovation. Et j'ai beaucoup travaillé donc autour de projets web, intranet pour les collectivités, pour les administrations, mais aussi dans le secteur du tourisme, de la santé, d'édition, de la communication. Et puis après, j'ai eu envie en fait de faire bouger les lignes de l'intérieur, là où se décident les politiques publiques. Et donc, j'ai eu l'opportunité par candidature d'intégrer le ministère de l'Éducation pour 2 postes différents.
Un premier poste, donc chargé d'expérimentation nationale avec les EdTech, et un deuxième, chef de projet FIE numérique. Et il y a peu, j'ai eu envie d'aller encore plus loin dans l'innovation et peut-être avec plus d'agilité. Et c'est là que j'ai intégré INRIA, donc l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Et donc, tu n'as pas fait d'études d'informatique? Si, je les ai abandonnés en deuxième année. J'étais la seule fille dans une classe de 35 avec des blagues que je ne supportais plus. Merci Muriel. De rien. Et vous alors? Alors, eh bien, moi, je suis historienne, en fait. Bah, Donc, normal. oui. Moi, j'ai appris l'esprit critique et je suis assez bonne pour jouer à des jeux de société ou avec plein de culture générale. Et en fin de compte, très vite, je me suis dirigée dans le conseil. Et en faisant du conseil, c'était le moment où on faisait du change management sur tout ce qui était les systèmes d'information et notamment ressources humaines parce que j'avais une dominance ressources humaines. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que c'était qu'un développeur, de coder, d'avoir l'ensemble des plateformes et pour pouvoir faire des choses nouvelles. Et donc, on a appris au fur et à mesure à ce que c'était que le code, alors que ce n'était pas du tout mon domaine de référence. J'ai fait beaucoup de direction de projet et un jour, je suis arrivée au ministère des Armées. Et je suis devenue directeur d'un système d'information en ressources humaines de 65 000 personnes avec que des agents publics. Et moi, je suis toujours contractuelle de l'État. Je suis en CDI aujourd'hui. Et alors, le truc merveilleux, c'est que dans ces ministères, on peut changer de job. Donc, moi, j'ai fait longtemps du système d'information. Après, j'ai pu me tourner vers un nouveau métier qui était du développement du digital. Je faisais de l'acculturation. Et donc, j'ai fait des défis d'idées. On a pu faire de l'émergence sur des bouts de start-up internes qu'on appelait nos intrapreneurs. On a fait des choses magnifiques avec du Lean Canva, du sprint, et c'était extraordinaire. Et puis, il y a 1 an et demi, je cherchais toujours comment est-ce qu'on montait l'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, on passe de l'inaction à l'action, notamment dans tout ce qui est changement. Et ben, un jour, j'ai rencontré des coachs. J'ai compris ce que c'était, en fait. C'est que ce qui bouge, bah, c'est l'humain. Et c'est au cœur de l'humain qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Et ben voilà, et j'ai suivi une formation de coach. D'ailleurs, je remercie le ministère de me l'avoir offert. Je remercie aussi ma nouvelle chef de m'avoir permis de le faire. Et je suis très contente, voilà, de pouvoir œuvrer maintenant sur le pas de côté. Et le fait d'être historienne de formation, ça vous a jamais gêné dans vos relations de travail, travailler dans le numérique, personne ne vous reproche ce profil atypique? Non, non, on m'a jamais reproché ça. En fait, on oublie. Parce que quand on a la curiosité d'apprendre, finalement, les gens, ils vous disent ah bah, en fin de compte, ils nous prennent comme on est. Et puis, il suffit d'être un peu curieux, être un peu humble aussi, de dire bah, ça, je sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Et finalement, ça passe. Et la curiosité, finalement, fait qu'on arrive à avancer au fur et à mesure. Et puis, il y a assez de gens bienveillants, en fait, dans le monde. Super, hein, c'est rassurant. Soraya, votre parcours, vous aussi? Alors moi, j'ai un parcours beaucoup plus classique, parce que moi, je suis juriste spécialisée en relations internationales, et donc ma formation initiale était destinée à passer les concours. Je voulais un métier d'intérêt général, un métier qui ait du sens, et j'ai fait le choix du service public très tôt. J'ai la vocation du service public. Donc, je suis entrée au ministère des Finances par concours, et arrivée au ministère des Finances, en fait, je me suis réorientée sur le numérique parce que j'ai fait 2 rencontres qui étaient déterminantes. J'ai rencontré Jean Basser, qui était notre directeur général à l'époque, qui aujourd'hui est en charge de la reconfiguration de la haute fonction publique et qui est intervenu pour nous parler de transformation, de cette administration qui est en changement, de notre rôle dans ce changement et de l'importance de l'innovation dans le service aux citoyens. Et ça a été très inspirant pour moi. Et par ailleurs, j'ai rencontré au cours de mon année à l'école du Trésor, Régine Diani, qui est la directrice de l'Agence pour l'informatique financière de l'État, une des agences les plus importantes, des agences numériques les plus importantes du ministère des Finances, et qui a été véritablement mon rôle modèle, qui a été une femme extrêmement inspirante, qui m'a parlé de son parcours dans le numérique, qui m'a parlé des engagements qu'elle avait, des projets qu'elle portait, de tout ce qu'elle pouvait mettre en œuvre pour améliorer la vie de nos concitoyens au quotidien. Et ça, pour moi, ça a été véritablement le déclencheur qui m'a fait abandonner ma passion pour les relations internationales et plonger complètement dans une nouvelle passion, celle du numérique. Et donc, j'ai eu également, comme André, la chance d'être formée par mon ministère sur ces sujets.
mis bout à bout, j'ai eu environ une année de formation pour devenir spécialiste des sujets numériques. Et puis, j'ai pu faire comme ça un parcours dans ce domaine, mais également décrocher un temps pour aller travailler sur des sujets de transformation, mais dans le réseau culturel à l'étranger. Et puis, revenir avec une compétence augmentée, puisque cette mobilité m'a permis de gagner en compétences et en expertise, et revenir dans le service public. Et puis, aujourd'hui, m'attacher à l'attractivité sur les métiers et à des sujets plus humains qui m'épanouissent pleinement et sur lesquels je suis très heureuse d'intervenir. Super, merci. Et vous, Christine, alors, profil atypique ou pas? Je ne sais pas, vous allez me dire. Alors moi, j'ai fait une école de commerce. Et donc, après mon école de commerce, j'ai fait un concours administratif et j'ai intégré la Poste. Et puis ensuite, j'ai rejoint France Télécom à l'époque qui est devenue Orange. Et je suis devenue ingénieure commerciale chez Orange. Et en fait, j'ai adoré tout ce qui est télécom, etc. Et puis, j'ai un de mes copains qui a intégré le corps des télécoms, qui est devenu le corps des mines, par un concours professionnel. Donc, il m'a plutôt inspirée. Et donc, du coup, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé de questions. J'ai foncé en me disant, c'est pas parce que j'ai fait une école de commerce que je vais pas pouvoir intégrer un grand corps technique de l'État. Et puis, j'étais prise. Donc, du coup, j'ai intégré le corps des télécoms qui a fusionné avec le corps des mines en ayant fait une école de commerce. Et donc, ça m'a ouvert en fait les portes de l'administration et de la haute fonction publique par finalement mon parcours professionnel et mes compétences professionnelles. Et donc, j'ai pu intégrer et rejoindre finalement un corps très technique et très élitiste qui est ouvert finalement qu'aux premiers ou en tout cas à ceux qui ont des très bons classements à l'école polytechnique. Et voilà, donc je pense que c'est intéressant pour toutes les filles. Je pense qu'il faut se dire qu'il ne faut pas se donner de limite. Et puis, quel que soit finalement son parcours initial, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a vraiment envie de faire. Et après, si on en a vraiment envie, on arrive toujours à trouver des solutions pour faire ce qu'on a envie de faire. Merci. Et vous, Anne? Alors, moi, je suis docteur vétérinaire en fait à la base. Alors, Donc, tout est cohérent, alors. voilà, tout à fait. Jusque-là, tout va bien. Donc, j'ai passé, pendant que je préparais ma thèse, j'ai eu pas mal d'échanges avec certains des professeurs à l'école Veto et voilà, et je me posais des questions, j'avais fait des remplacements et je me disais, mais je ne me vois pas m'installer pendant 40 ans au même endroit, voilà, voir quelque part un peu toujours les mêmes personnes et les mêmes choses. Et ils m'ont parlé du fait que l'administration, enfin l'État en France, intégrait aussi des vétérinaires et qu'il y avait besoin de vétérinaires. Bon, je me suis un petit peu renseignée et j'ai passé alors un concours direct. Ça s'appelle un concours direct. Donc, lorsqu'on est en école, voilà, on peut intégrer par des concours spéciaux donc la fonction publique. Et donc, j'ai eu ce concours et j'ai intégré l'École nationale des services vétérinaires. Et là, mon premier emploi au sein de l'État, assez classique, j'ai intégré donc les services vétérinaires, mais je suis partie en Guyane. Donc, j'ai exercé quelques années en Guyane française avant d'avoir l'opportunité de rejoindre la direction des systèmes d'information du ministère de l'Agriculture à Paris, où j'ai changé de jungle. Et là, c'est là que j'ai à peu près tout appris. Enfin, tout appris. Non, on ne sait jamais tout, pardon, mais en tout cas, voilà, moi, je n'avais pas de formation du tout informatique, rien du tout. Donc, j'ai voilà, beaucoup d'échanges. J'ai appris à apprécier vraiment cet environnement, les gens, et j'ai surtout compris ce qu'apportait, on ne parlait pas de numérique à l'époque, mais apportait l'informatique, les systèmes d'information, et que c'était vraiment voilà, stratégique et central, et que c'était aussi concret, quotidien. Et c'est ça qui m'a plu. Alors après, pendant 10 ans, j'ai fait complètement autre chose. Je suis partie sur le terrain. Donc après Paris, j'ai gravité dans quelques départements et j'ai exercé des missions complètement diverses. Donc j'ai à la fois travaillé sur la cohésion sociale, la politique de la ville, les quartiers prioritaires, les droits des femmes, la protection de l'environnement, de la biodiversité. Voilà. Et en fait, mon fil conducteur tout au long de ces années, c'était participer activement par des actions concrètes à la transformation de l'action publique
aux bénéfices des bénéficiaires. Et moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse surtout, c'était les bénéficiaires que j'appelle les plus fragiles. Voilà, donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis, pour des raisons personnelles, il y a à peu près 3 ans, j'ai cherché à rejoindre l'Île-de-France. J'ai été retenue donc, pour préparer notamment la préfiguration de la nouvelle direction du numérique des ministères de l'écologie, donc de la mer et des territoires, et aussi son plan de transformation numérique. Donc, alors pour moi, c'était réintégrer à un moment charnière, parce que je trouve que depuis quelques années, ça bouge beaucoup dans le numérique et que le numérique, c'est un levier extrêmement puissant d'application et de déclinaison des politiques publiques, mais lorsque c'est concret, je dirais. Voilà. Donc, et je m'épanouis énormément depuis ces quelques années en tant que responsable d'une super équipe au sein donc, de la direction du numérique, mais pas uniquement. On travaille bien évidemment énormément avec les métiers, les utilisateurs et les usagers. Et voilà pourquoi j'occupe ce poste aujourd'hui. Une autre petite question, on reste sur vous. Si vous n'avez pas souffert d'être une vétérinaire qui tombe dans l'informatique ou dans le numérique, est-ce que le fait que vous soyez une femme, ça a posé un problème particulier? Et 2 autres questions après, quel a été votre plus gros challenge dans l'intégration dans ces métiers-là? Et puis peut-être la chose qui vous épanouit le plus. Déjà, est-ce que c'est un problème d'être une femme ou pas? C'est beaucoup de questions à la fois. Là, c'est vrai, vous pouvez en prendre l'une, l'autre, vous faites ce que vous voulez. Être une femme, non, j'ai pas ressenti, voilà, à titre personnel, de difficulté d'être une femme dans le numérique. C'est plus le sujet peut-être de légitimité à un moment, parce qu'effectivement, bon, voilà, j'ai un parcours un peu atypique, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Je crois que en fait le secret, et moi ce qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça aussi que je suis dans l'État, enfin j'exerce au sein de l'État, c'est cette diversité de missions qu'on peut exercer, de personnes qu'on rencontre, c'est extrêmement riche. Il y a des parcours, des profils extrêmement différents. Toutes les 5, aujourd'hui, on en est aussi la preuve concrète. Donc, voilà, moi je dirais que c'est aussi cette puissance-là que nous offre l'État et l'administration. C'est si on le souhaite, si on ose, et il faut oser, il faut s'emparer des choses, on peut faire à peu près tout ce qu'on a envie. Après, voilà, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des opportunités qui se présentent. Mais l'essentiel, c'est aussi d'apprendre, d'écouter. Et je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais une approche avec humilité. Voilà, moi, c'est ce que je dis souvent. Je n'ai pas fait, voilà, j'ai pas de formation technique, informatique. Et ça ne m'empêche pas de discuter et de challenger et d'échanger avec les équipes et des professionnels du numérique. Voilà. Et à aucun moment, je me suis sentie ni en décalage, ni en difficulté. Et le plus gros challenge? Je pense qu'il est tous les jours, le challenge. Je pense qu'il est tous les jours et parce que ce qu'on nous demande, c'est énorme. Alors peut-être un challenge énorme, c'est l'année dernière, quand la crise est arrivée, que le confinement est arrivé et que on n'était pas forcément bien préparé à cette arrivée de télétravail massif. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas pour ce qui concerne l'équipe chez nous, et voilà, on a eu à relever un défi énorme et on l'a relevé. Et je les remercie encore tous les jours, d'ailleurs, dès que je les croise, tout le monde, tous ceux que je rencontre, parce que voilà, on a réussi à passer cette épreuve. C'était vraiment une gestion de crise importante. Moi, j'avais eu à gérer des gestions de crise sanitaires, mais j'avais jamais eu à gérer des gestions de crise numériques, informatiques. Et voilà, ça a été vraiment un moment plein d'adrénaline et hyper intéressant. Et on se dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est juste ce qui permet de faire tourner
pas le monde, restons humbles, mais quand même, quoi. Voilà. On voit que le numérique est devenu incontournable et donc c'est passionnant tous les jours de travailler sur ces sujets et avec des gens passionnés. Merci Anne. Et vous, Christine, être une femme est peut-être le plus gros challenge? Alors, être une femme, moi, je vais vous partager mon expérience de retour de congé maternité, mon premier congé maternité, où là, ça a été vraiment un obstacle d'être une femme. Parce qu'en fait, j'avais rien demandé et mon chef me dit, tu vas voir, maintenant que tu as eu un bébé, je vais te mettre sur un poste super cool. Et donc, moi, je suis un peu tombée de ma chaise parce que j'avais pas du tout envie d'être sur une poste super cool. J'avais quand même plutôt beaucoup d'ambition et justement, je me dis, mais ça va pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie d'être sur un poste super cool. J'ai plutôt envie de poursuivre ma progression professionnelle et d'avoir au contraire des postes challenging et de faire des choses. Et donc, bah, ça m'a donné un peu un coup de pied aux fesses pour bouger justement. Et c'est là où j'ai passé justement ce concours du corps des télécoms, du corps des mines pour changer un peu de braquet. Et puis, donc, ça m'a aidé quelque part à bouger. Mais en tout cas, c'est la première fois où j'ai senti que c'était un obstacle d'être une femme, en tout cas dans le numérique ou dans une vie professionnelle. Mais j'ai pu rebondir. Et après, en termes d'épanouissement, enfin, aujourd'hui, moi, le vrai plaisir d'être dans le numérique, c'est le fait d'apprendre tous les jours. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez France Télécom, c'était la pub de France Télécom, on va vous faire aimer l'an 2000. Et j'adorais cette pub parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que par mon travail, j'ai appris des choses tous les jours. Et c'est ce que j'ai retrouvé également à la DINUM, quand je suis arrivée à la DINUM, et particulièrement sur un programme comme France Connect, où j'ai retrouvé ce plaisir qu'on a dans le numérique, d'apprendre tous les jours professionnellement, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais en même temps, c'est très varié. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des attraits du numérique, c'est cette capacité par le travail de progresser intellectuellement et d'apprendre des choses tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et le dernier point d'épanouissement dans le numérique aussi et dans France Connect, c'est cette capacité de pouvoir faire des choses hyper variées, que ce soit sur de l'UX design, que ce soit sur du marketing ou de la com, que ce soit sur également l'internationalisation de France Connect et donc le lien avec la Commission européenne. On est en train de travailler avec d'autres États membres pour ouvrir France Connect à l'Europe. Et ça, c'est aussi, le numérique permet ça, c'est-à-dire de ne pas être focalisé que sur la partie technique et d'avoir ce côté pluridisciplinaire tout à fait passionnant. Et vous, Soraya, alors? Être une femme, les autres challenges, Ouais. c'est pas sur l'air de la chanson. Hein. Non, alors moi aussi, je vais vous partager une expérience personnelle en tant que femme. Donc, alors, en fait, j'ai eu, à un moment donné dans ma carrière, l'envie de progresser et j'ai préparé le concours de l'ENA. Et ce concours de l'ENA, je l'ai préparé sur mon temps libre. Et pour autant, j'ai été quand même appelée par mon chef qui voulait s'entretenir avec moi de mon ambition et du fait que je veuille m'orienter vers ce concours. Et il m'a dit avec beaucoup de gentillesse aussi, exactement comme le chef de Christine, il m'a parlé avec beaucoup d'amitié. Il m'a dit, à 35 ans, vous savez, on s'occupe de sa famille et de ses enfants, on ne passe pas le concours de l'ENA. Donc, je l'ai laissé finir, c'était beaucoup plus long que ça, hein, j'ai laissé finir tout son développement. Après quoi, je l'ai remercié de son soutien, parce qu'en fait, j'avais 34 ans et demi. Et donc, c'était bien la preuve que c'était maintenant qu'il fallait y aller. Et que donc son message était exactement le message que je voulais entendre et que je ne pouvais pas avoir plus de soutien de mon chef et je l'ai beaucoup remercié. Je suis partie et j'ai passé le concours. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit plus tôt. Quand on veut, quand on est déterminé et qu'on sait ce qu'on vaut et qu'on se sent légitime parce qu'on n'a pas de raison de douter. Et être une femme ne doit pas nous amener à douter. On n'est pas plus imposteur qu'un homme. Tous les êtres humains sont faits de la même façon. Il faut 9 mois de gestation. Il n'y a pas un qui est plus parfait que l'autre. Les hommes et les femmes se valent. Et c'est un principe qui était pour moi élémentaire et complètement intégré. Et donc, bien, finalement, dans ma carrière, à chaque fois que j'ai pu avoir en face de moi des personnes qui me faisaient comprendre qu'être une femme pouvait être une différence ou quelque chose qui pouvait me diminuer, moi, j'avais l'absolue certitude de ma légitimité et l'absolue certitude qu'en fait, pas du tout. Et que je valais exactement la même chose qu'un homme et que c'était sur ma compétence et mon expertise que j'arriverais à le prouver. Et quand est-ce qui m'a le plus épanouie au sein de l'État, je dois dire que
La chose que j'apprécie le plus en travaillant dans le service public, c'est le collectif, l'esprit collectif. Et on a véritablement un esprit de corps. Les collaborateurs sont investis de motivation de service public. Et cette motivation, d'ailleurs, c'est prouvé sociologiquement, elle augmente avec le temps. Plus on travaille pour le service public, plus on travaille pour l'intérêt général et plus on s'y épanouit. Et cette motivation, elle augmente toujours, qui fait qu'on arrive à trouver des synergies entre nous, on arrive à travailler ensemble et on arrive à être résilient, à surmonter, comme disait Anne plus tôt, à surmonter des crises aussi fortes que la crise sanitaire et être toujours là et être toujours aussi impliqué. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très riche personnellement parce que j'y gagne beaucoup. C'est un échange qui est toujours très fort. Et dans les challenges que j'ai portés, il y avait notamment un projet à destination des… en fait, c'est un outil pour payer les pensions versées à l'étranger. Donc, on a des dizaines de milliers d'anciens combattants dans les anciennes colonies, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Mali, au Tchad, qu'il faut pouvoir payer correctement et régulièrement. Et pour ça, il a fallu que je travaille avec des équipes qui étaient dispatchées sur des sites à Nantes, à Dijon, à La Réunion, que je travaille également avec les services en réseau à l'étranger. Donc, j'avais toutes ces équipes qui étaient un peu partout et avec qui je travaillais à distance. Eh bien, en fait, on était une seule équipe. Et on était vraiment tous embarqués sur le même bateau et tous avec la même ferveur. Et c'était sans doute le plus beau projet que j'ai porté parce qu'il y avait une dimension humaine que je n'avais pas rencontrée dans mes autres projets parce que précédemment, je travaillais sur des projets de performance des échanges entre les administrations, les relations avec ministère des Finances, Banque de France, ministère des Finances, collectivités. Et là, c'était pouvoir agir concrètement sur la vie des personnes, pouvoir améliorer leur quotidien, pouvoir être un acteur de l'amélioration de leur confort et de leurs conditions de vie et de leurs droits, de l'accès à leurs droits, à l'égalité, à la justice. C'était vraiment un moment formidable et un challenge magnifique. Et toutes les personnes qui ont embarqué sur ce projet ont vécu la même chose. On a tous partagé ce même sentiment. Et ça, c'est quelque chose que je pense et j'ai même la certitude que je ne pourrais pas trouver ailleurs qu'à l'État. C'était vraiment la plus belle chose que j'ai portée en attendant la prochaine, tout en étant tout à fait contente de ce que je fais aujourd'hui. Super voilà. témoignage, merci. Et vous, André, la question Michel Sardou et puis challenge. Ouais, et alors, je crois que je ne suis pas une femme des années 80, en fait. Alors moi, ça a été un obstacle dans ma vie quand même d'être une femme. On m'a souvent dit, allez, petite cocotte, tu vas te mettre un peu sur le côté. Et puis, bah, si tu pouvais faire le café, c'était bien. Et alors, ça a été un peu compliqué pour moi parce que je n'avais pas du tout été élevée comme ça. J'ai des frères et sœurs et moi, on m'a élevée dans le sens où un garçon et une fille, ça fait pareil, ça fait la vaisselle, ça fait les mêmes études, enfin, ça fait ce que ça veut. Et en fin de compte, quand on bosse, on bosse. On est professionnel, on n'est pas un homme ou une femme, mais on est ce qu'on est et on vaut ce qu'on vaut. Et c'est vrai que ça, enfin, voilà. Autant dans ma vie personnelle, oui, j'étais une femme, mais dans ma vie pro, j'étais une personne qui travaillait avec des compétences. Et alors, en fin de compte, très étrangement, quand je suis arrivée dans le ministère, parce que j'ai fait du conseil pendant longtemps, quand je suis arrivée dans le ministère, j'ai eu un chef, Stéphane, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, qui m'a regardée comme un être humain qui allait bosser, qui avait des compétences. D'ailleurs, quand j'ai été enceinte, il m'a dit, bon alors, quand est-ce que c'est ton arrêt maladie et quand est-ce que tu reviens? Et après, il m'en a plus jamais reparlé. Et j'ai pas eu cette difficulté de me dire, bon, bah, je vais pas bien, machin, ou je vais bien. Non, non, il m'a dit, bon, bah, écoute, si à un moment donné, tu as besoin de faire des trucs, tu fais des trucs. Mais voilà, on va continuer comme ça va bien se passer. Et c'est vrai que dans le service public, ce qui est très chouette, c'est qu'en fin de compte, au fur et à mesure des années, je vois comment le regard des hommes et des femmes se pose sur les femmes. C'est-à-dire qu'avant, au poste qu'on a toutes aujourd'hui, il n'y avait que des hommes. Et quand on était une femme un peu jeune,
On pouvait être maman. On disait, mais c'est qui celle-là? Déjà, elle va partir à 5h30, elle va demander un temps partiel, on ne peut pas lui faire confiance. Attention, elle pourrait aussi un peu embêter les garçons. Et aujourd'hui, on ne se pose plus cette question. Et ça, c'est une grande force qu'on a aujourd'hui. Je pense que dans l'État, on prend les gens comme ils sont. Avec leurs compétences, il y a quelque chose qui est très neutre sur ça. Et d'avoir de plus en plus de femmes à tous les postes, en restant des femmes, c'est-à-dire avec nos différences, et ce qu'on fait aussi d'humanité. Parce que parfois, on porte quand même nos enfants, hein. Donc, il y a quelque chose de différent. Et qu'on puisse accepter ça en ayant toute la rigueur et le professionnalisme, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu des hommes comme les autres. Et ça, c'est chouette. Et aujourd'hui, quand je vois la transmission qu'on a par rapport à des apprentis qui viennent chez nous, eh ben, ils ne se posent plus la question, en fait. Et donc, on voit qu'on a tout ouvert la voie pour autre chose. Et que ce qu'on est là en tant que femme, et puis des femmes qui essayent de se transformer en hommes, en mettant des pantalons, des tailleurs hyper stricts, mais en étant comme on est, et ben ça, c'est aussi ce qui fait évoluer le service public. Et c'est quand même quelque chose qu'on transporte quand on fait de l'IA. C'est qu'on apporte des choses nouvelles parce qu'on est tous différents. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose de venez comme vous êtes. Et puis, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de faire des choses, venez dans le service public. C'est super. Et si vous voulez rester 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, allez-y. Si vous voulez changer de métier, il y a la possibilité. Vous pouvez faire des allers-retours. Vous pouvez même des civils, des militaires, toute la vie. Et puis, alors, ces choses-là. Épanouissement, challenge. Ouais, la plus jolie chose moi, que j'ai faite, c'est quand on a commencé de l'acculturation au digital. Alors, c'était il y a 5 ans maintenant, presque 6. C'était des mots qui n'existaient pas encore. Et je pense que le jour où on a fait devant le secrétaire général de l'administration, ainsi que ses 2 adjoints, les directeurs, le défi d'idées, dans le grand amphi, avec 400 places, et il y a les entrepreneurs qui sont venus avec leur tableau en disant ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient passé toute une journée en design sprint sur un projet qu'ils avaient choisi parce qu'il y avait eu des irritants, des choses qui n'avaient pas, des petits cailloux dans les chaussures, et que quand ils sont montés sur scène, ils ont fait des scénettes, tout le monde a ri. Il y a eu une énergie dont on parle encore. Et de voir ce service public qui peut sortir du cadre. Que ces agents, quand on leur donne l'opportunité de faire le pas de côté, ils le font. Que quand les dirigeants, nos dirigeants, ils n'ont plus peur. Ils se font confiance, ils font confiance à l'autre. Il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et je pense que j'ai encore beaucoup d'émotions en y repensant, parce que c'est là où tout le collectif et tout le collaboratif peut vraiment mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toutes là. Certains, on s'est connus par d'autres biais, mais il y a quelque chose de formidable qui tient les agents publics. Et je pense qu'on est toutes là parce qu'on aime notre service public. Moi, j'ai envie que ma fille, quand elle soit plus grande, elle sache encore ce que c'est qu'une administration. Pas parce qu'elle pense que c'est de la paperasse, mais juste parce que ça lui donne la liberté de choix et la liberté de grandir dans un joli pays. Voilà. Bien, oui. Et toi, Muriel, être une femme chez les geeks? Alors, ça n'a pas toujours été simple. J'ai quelques souvenirs comme ça assez marquants. J'en ai un notamment, voilà, c'était dans les années 2003-2005 à peu près. Je sortais de mon congé maternité et puis j'habitais en Lorraine à l'époque. Et j'ai postulé sur 2 postes. Un poste de direction d'un pôle de compétitivité. Moi, je suis vraiment, j'ai animé 2 écosystèmes comme ça, et c'est vraiment ma capacité de mettre les gens en connexion, de les faire s'enrichir mutuellement et co-construire collectivement. Ça, ce sont des choses qui m'animent. Donc, j'ai postulé à ce premier poste et parallèlement à un 2e poste qui était un poste de directrice d'agence de développement économique. J'ai été shortlistée. Et je suis arrivée 2e. Voilà. 2 jours après, j'ai un membre du jury qui était commun aux 2 jurys. Je me rappelle encore de son nom aujourd'hui. C'est Bernard de Caris. Il était directeur régional à la recherche et au transfert de technologies. Et il m'a appelée en me disant, écoutez Muriel, je vous appelle parce que j'ai été tellement choquée de la manière dont s'est passé ces jurys. Vous êtes arrivée 2e.
pas à cause de vos compétences, mais parce que vous êtes une femme. Et vraiment, je le remercie parce que il n'a pas, du coup, ça a renforcé le fait que ça venait pas de mes compétences. Mais par contre, j'ai décidé une chose, c'était de quitter la Lorraine, de venir à Paris, parce qu'il y avait un peu moins de discrimination dans la tech. Et ça, pardon, c'est quelque chose qui m'a marqué. On comprend en fait très vite qu'il va falloir en faire plus pour avoir des résultats qui seront peut-être un petit peu en dessous. Et puis après, alors, comme ma collègue, je suis moi aussi contractuelle, je ne suis pas du tout agent de la fonction publique, hein. Et alors moi, j'ai pris un autre biais, c'est-à-dire que j'ai carrément l'an dernier pas souhaité être prolongée plus loin, c'est-à-dire que tout ce background technologique, je ne l'ai pas eu pour rien. J'ai eu la chance, voilà, même si je n'ai pas terminé cette IUT, je sais de quoi on parle, je sais comment ça fonctionne. J'ai repris à 30 ans des études vraiment tech et j'ai démarré la tech à INRIA il y a un peu plus de 23 ans. Donc, je ne me laisse pas balader et c'est ce qui a pu décontenancer. Après, ça n'a pas été franchement des propos sexistes, c'est beaucoup plus sournois que ça. Vous avez plein de petites réflexions. Alors, moi, mesdames, je suis blonde. Donc, le « fais pas ta blonde », vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je l'ai entendu. Voilà, le « fais pas ta blonde ». Voilà, donc, par contre, voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. C'est dans le numérique, c'est ailleurs. Il faut avaler la pilule. Par contre, moi, ça m'a appris clairement à être persévérante, à choisir ce que je voulais faire, à choisir mes projets. Et pourquoi j'ai choisi effectivement le secteur public? C'est vraiment, comme l'ont dit mes collègues, c'est être au service de la société, être au service de l'État. J'ai mené des projets vraiment passionnants. C'est agir pour l'égalité filles-garçons, c'est agir pour une éducation plus inclusive, qui sache tirer parti des forces et des difficultés de chaque élève, quel qu'il soit, où qu'il se trouve. Et ça, c'est des défis majeurs parce que, comme l'ont dit toutes mes consoeurs, être dans le numérique, c'est apprendre tous les jours. Ça fait 25 ans que j'apprends. Donc, je suis spécialiste en rien. Parce que ça évolue tellement vite que c'est notre capacité, en fait, à être curieuse, à nous intéresser, à apprendre des autres, à construire ensemble. C'est ça que nous permet l'État. Et au niveau épanouissement, c'est vrai que voilà, quand on est une mère de 2 enfants qui ont des troubles d'apprentissage, œuvrer pour l'éducation de tous et toutes, je vous avoue que pour moi, c'est un épanouissement depuis 10 ans que j'ai vécu au travers d'écosystèmes. Il y a eu une étape qu'on a bien connue avec Frédéric Bardot, on l'a faite ensemble, c'est l'existence de l'apprentissage du code. On s'est battu pour y arriver, on était plusieurs. Je peux vous dire qu'avec le ministère de l'Éducation nationale, à l'époque, ça n'a pas été simple. J'ai encore des souvenirs d'appels téléphoniques tardifs pour me dissuader, mais on a tenu bon et on a mis en visibilité cette filière du code. On a inscrit le code dans les programmes et ça, j'en suis très fière. Autre fierté, je crois que c'était ma dernière mission, donc chef de projet filles numérique, vous partez d'une page blanche, hein. J'étais au ministère de l'Éducation nationale. C'est pourquoi on n'a pas de filles et qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir. Vous imaginez un peu le poids qu'il y a derrière. Et là, je sais que j'ai été utile. Je sais que j'ai été utile parce que c'est la première année où on a mis en place un plan d'action de formation nationale pour tous les cadres en académie sur qu'est-ce que c'est la mixité dans le numérique. Le sujet n'existait même pas, c'était même pas un problème. Et en plus, je l'ai traité en pleine période de continuité pédagogique où il y avait d'autres questions qui se posaient, la fracture numérique, toutes ces choses-là. Et finalement, on me disait, oui, mais tu comprends, il y a la fracture, les femmes, ça sera après. Et là, j'ai été beaucoup soutenue par mon directeur, d'ailleurs, qui m'a soutenue de nombreuses fois dans ma carrière. C'est Jean-Marc Mériot. Et on avait conscience, on a conscience que c'est maintenant qu'il faut agir.
pour les femmes dans le numérique parce que les choses vont tellement vite. Aujourd'hui, on veut recruter. À INRIA, on veut passer d'ici 2023 à 30% de femmes directrices d'équipes de recherche. On n'a pas le vivier, c'est un vrai problème. Alors que les projets en intelligence artificielle, sur des algorithmes avancés, c'est maintenant qu'ils se développent. Donc, si vous voulez, là, sur cette mission, on a développé des ressources. Il y a vraiment eu un réseau de sororité. Avec Soraya, on se retrouve à la Fondation Femmes et Numérique. On agit ensemble, en fait, pour faire avancer les choses. On a mis en place des ressources. J'ai attiré toutes les académies, les délégués académiques au numérique. Dans chacune des académies, on jouait le jeu. Et c'est un vrai réseau qui s'est monté. Aujourd'hui, il y a un groupe de travail piloté par la rectrice Sophie Béjean, qui doit rendre sa copie au ministre début juillet. Il y aura des annonces sur filles et numérique, entre autres, parce que ça va plus large. C'est vraiment l'égalité filles-garçons dans l'éducation. C'est un sujet qui englobe le numérique. Et donc, il y aura des annonces mi-juillet faites par le ministre. Et ça, quand vous avez été utile aux autres, utile à la société, que vous avez apporté votre pierre à l'édifice, c'est l'État qui vous l'apporte. Ce sont des organismes publics, y compris à INRIA, où vraiment, voilà, on nous fait vraiment confiance dès le début. Ça m'a un peu changé de mes débuts. Et c'est formidable, de vrai, pour le bien collectif. Voilà. Ça s'entend, merci Muriel. Soraya, une question pour toi. Tu t'occupes du recrutement de la filière tech, un peu, c'est ça? Tout à fait. Là, au-delà de toi, ton parcours personnel, qu'est-ce que tu vois comme parcours? Qu'est-ce que tu as envie d'influer en termes de recrutement aussi pour les équipes tech, pour les féminiser? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu de ça? Absolument. Les services de l'État recrutent environ 2000, on propose environ 2000 emplois par an dans le domaine de la tech, sur tous les métiers. Ce sont des emplois du plus technique au plus généraliste, du chef de projet à l'architecte technique. Et sur ces emplois, en fait, on a effectivement pour objectif de féminiser nos effectifs, d'arriver à plus d'égalité femmes-hommes au sein de nos services, parce qu'on a tous à gagner à unir nos intelligences. On n'a pas nécessairement les mêmes visions, les mêmes approches sur les sujets, et les équipes en mixité, femmes-hommes, sont des équipes qui fonctionnent bien et dont on sait que les projets sont de meilleure qualité. Donc pour nous, à l'État, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On porte des projets dans ce sens-là. On a notamment, au sein de la direction du numérique de l'État, un programme d'accompagnement des femmes du numérique pour les aider justement à dépasser leur plafond de verre intérieur et à développer leur carrière et à dérouler leur carrière de la manière la plus épanouissante possible. On a mis en place également des stages de troisième réservés aux jeunes filles pour qu'elles viennent découvrir les métiers du numérique et qu'elles puissent être sensibilisées à ce domaine très tôt dans la conception de leur formation. On monte également des partenariats avec les écoles et notamment une opération qui sera à l'automne qui s'appelle Vie mon job, qui est l'occasion pour des étudiants de Master 1, Master 2 de venir rencontrer un professionnel du numérique pendant une journée d'immersion en one-to-one. C'est vraiment une formule VIP qui permet donc de venir rencontrer nos collaborateurs et donc nos collaboratrices et de pouvoir avoir discuté avec quelqu'un qui exerce le métier sur lequel l'étudiant est en train de se former, et de pouvoir avoir ce rôle modèle, cette personne d'influence qui pourrait être plus tard, que l'étudiant pourrait devenir plus tard et en rejoignant nos services. En termes de recrutement, il y a également un élément qui est extrêmement important à l'État et qui est une certitude, c'est qu'on assure l'égalité de traitement, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est une garantie du service public. Sans avoir de négociations particulières à mener, les femmes et les hommes sur un job égal ont des rémunérations égales. L'égalité
d'accès à l'emploi public, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'égalité femmes-hommes, c'est une priorité du quinquennat. On est sur des engagements qui sont très forts. Et comme le disait ma collègue plus tôt, les mentalités changent et elles changent vite. On est vraiment en train de faire un hack de culture. Et aujourd'hui, les propos qu'on a pu entendre par le passé seraient plus. Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus les entendre, ce serait plus envisageable. Ça peut encore exister, mais de manière. Et ça existe encore, parce que de toute façon, le monde n'est pas parfait. Et donc, les services publics faisant partie du monde, nous ne sommes pas absolument parfaits. Mais en revanche, cet élément est en voie de régression extrêmement forte. Et donc, ce sont des propos qu'on entend de moins en moins et j'espère bientôt plus jamais. C'est une dernière question. Si tu as une étudiante en informatique en face de toi ou une jeune fille qui est pas collégienne, les deux messages que tu as envie de leur porter, puisque c'est la génération d'après et la génération d'encore après, c'est un conseil ou un mot alors Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, vous verrez, c'est super. Et c'est pas juste super comme ça, c'est réellement une très belle vocation que le service public. Vous y trouverez toutes les valeurs qui sont au cœur de notre pays, parce qu'on a un très beau pays où il fait bon vivre parce qu'on a un service public qui fonctionne. Et vous allez pouvoir contribuer à ces fonctionnements, vous allez pouvoir contribuer à la transformation de l'action publique, être au cœur de l'action, parce que la transformation de l'action publique passe par le numérique. Donc, n'hésitez pas, vous avez votre place parmi nous. Vous avez votre place à tous les niveaux. Et comme le montre le parcours des femmes qui m'entourent, l'État offre des perspectives de parcours de carrière qui sont véritablement riches et intéressants. Et vraiment, n'hésitez pas et rejoignez-nous. Merci, Soraya. Anne, même question, un conseil pour les générations d'après, même si votre génération n'est pas du tout finie, ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Ah bah non, non. Non, je partage complètement ce que vient de dire Soraya. Il faut, voilà, le service public offre énormément de possibilités, pour peu qu'on les explore déjà, parce que moi j'avoue que ayant été élevée dans un milieu qui n'était pas du tout proche, on va dire, de l'administration et de la fonction publique, c'est vraiment un environnement que j'ai découvert par moi-même. Et qui apporte, comme le rappelait Soraya et comme on l'a dit à plusieurs reprises avec mes collègues, plein d'opportunités pour peu aussi qu'on sache les saisir. Soraya parlait de plafond de verre intérieur. C'est une réalité. Moi-même, j'ai peut-être eu plus de difficultés en tant que femme parce que je me mettais moi-même comme barrière à un moment de mon parcours. Où je visais plutôt des postes, par exemple, d'adjointe ou de. Voilà. Et je suis la preuve vivante qu'on peut occuper des postes à responsabilité, à grande responsabilité, en étant une femme et en préservant aussi sa vie personnelle. Voilà. Moi, je ne travaille pas 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Je le dis, je l'assume, j'en suis fière. J'arrive à m'organiser et c'est aussi, je pense, cette force qu'on a dans l'administration de pouvoir, si on le souhaite aussi, voilà, adapter aussi la façon dont on travaille. Alors, ça nécessite, voilà, discuter, mais comme le disait Soraya, ça bouge beaucoup au sein de l'État ces derniers mois, ces dernières années. Il y a une vraie impulsion aussi politique pour que ça change, et ça change. Voilà. Donc, on a besoin de vous. Voilà, moi, je témoigne au sein de la direction numérique. On a un peu moins de 25% de femmes aujourd'hui. Donc, on a besoin de vous. Il y a plein de belles choses à faire. La transition écologique, la mer, je n'ai pas besoin de vous en parler beaucoup plus sans doute pour vous dire que c'est passionnant et on a des défis énormes à relever
sur ce terrain-là. Donc, il y a une feuille de route gouvernementale, une feuille de route interministérielle aussi au travers de Green Tech, un des volets de tech.gouv. On a une feuille de route ministérielle aussi au sein du ministère de la Transition écologique. Et on a vraiment besoin de tous les talents et de toutes les envies. Et moi, je suis souvent contactée par des personnes comme vous qui ont envie de s'engager pour des vraies valeurs, comme l'a rappelé Soraya, un service public. On est tous des citoyens et on a une vraie chance d'agir tous les jours pour améliorer et relever tous ces défis de société qui sont les nôtres aujourd'hui. Et nous-mêmes, en tant que citoyens, on a à les relever. Donc, on a besoin de vous. Rejoignez-nous. On pourra faire plein de belles choses ensemble, j'en suis certaine. Merci Anne. Christine, même question? Oui, alors rejoignez-nous effectivement parce que rejoindre le service public, c'est vraiment aller travailler tout le matin sans se poser de questions et sur des missions qui ont du sens. Et ça, c'est au quotidien, c'est quand même vraiment génial. Moi, je me lève le matin et je vais travailler avec plaisir sans me poser la question du sens de ce que je fais. Et ça, c'est un vrai confort intellectuel. Et là aussi, c'est vraiment génial. Donc, rejoignez-nous pour ça. Rejoignez-nous aussi parce que vous allez travailler avec des gens super, parce que travailler avec des gens qui ont toutes ces convictions de service public, c'est formidable au quotidien. Et moi, j'avoue aussi que ce côté collectif qu'a souligné Soraya notamment, c'est vraiment formidable et c'est chouette. Donc, et en plus, c'est fun. C'est-à-dire que on a une image, on peut avoir une image du service public un peu old school, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je suis l'exemple vivant et notamment sur des projets comme France Connect, on arrive à faire plein de choses fun, intéressantes avec de l'UX design, avec des approches innovantes. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, venez travailler dans l'État. Il y a plein de choses à faire. Et en plus, c'est vraiment aller rencontrer des gens vraiment épatants. André? Alors, même question. Moi, je vais vous dire, venez comme vous êtes. C'est vous qui détenez le monde de demain. Donc, si vous détenez le monde de demain, il va falloir que vous veniez dans le service public parce que c'est ça qui fait le monde de demain aussi et qui fera que, on aura un monde différent. Le pas de côté, ça, c'est vraiment qu'on développe dans le coaching. C'est qu'on prend l'humain et on prend là où il est avec ses propres ressources. Il n'y a pas besoin de se transformer, en fait. C'est nous-mêmes qui agissons. Et voilà, c'est vrai qu'on est tous passés par un truc qui était un peu plafond de verre parce qu'on se dit que ce n'est pas possible, ce n'était pas notre place. Vous avez ouvert les portes. Allez-y, venez, créez, déstabilisez-nous. Faites que le monde de demain il soit bien plus beau que celui qui est aujourd'hui et qu'il soit de mieux en mieux. Et le collectif, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme les beaux ramages d'un arbre qui deviennent des forêts. À bientôt, les filles. Muriel? Alors, déjà, première chose que je vous dirais, c'est faites du numérique. Intéressez-vous aux sciences du numérique, parce que sinon, le monde de demain, il va vous passer au-dessus de la tête. Voilà, vous l'avez vu, que ça soit service aux citoyens, que ça soit environnement, que ça soit éducation, que ça soit la santé, le numérique est partout. Et si on ne le comprend pas, on ne peut pas être créatif. Donc ça serait le premier conseil que je donnerais. Et je vous avoue que quand je vois qu'il y a 2,9% de filles en numérique et sciences informatiques en première et 0,9% en terminale, je me dis, il y a quelque chose qu'on a mal vendu, il y a quelque chose qu'on a mal expliqué. Moi, j'ai eu besoin de comprendre ce socle. C'est ce qui me permet aujourd'hui de comprendre les autres, de comprendre le monde qui m'entoure et de pouvoir agir. Et ça, c'est passionnant. Une fois qu'on a ce socle, mais moi, j'ai choisi mon parcours. J'ai choisi les projets dans lesquels je voulais œuvrer. J'ai choisi, par exemple, de travailler pour le comité régional du tourisme et de vendre Paris à l'international. J'ai choisi de rejoindre l'INRIA pour être au cœur de sciences et technologies, pour agir sur l'éducation ou pour créer des écosystèmes, pour rapprocher la communauté éducative, des gens du supérieur, de la recherche,
de la formation professionnelle, des associations. Voilà, après, tout vous est ouvert. Donc, on a besoin de vous. Alors, le service public, je ne veux pas vous faire l'argumentaire, mais vous avez compris ce qui nous anime, c'est vraiment sur, agir sur notre société, que ce soit au niveau national, au niveau européen aussi, parce que là aussi, on peut influer et c'est vraiment très important. Et voilà, on espère que de plus en plus, on aura des femmes qui nous rejoignent, y compris des scientifiques. Vous verrez tout à l'heure, j'ai mis une table ronde à 12 h sur les femmes d'INRIA. Et ben vous verrez, elles sont surprenantes. Il y en a qui font de la médiation numérique, il y en a qui font de la recherche, qui ont créé des startups, il y en a qui sont sur du transfert de technologie, il y en a qui accompagnent les startups à grandir et à atteindre un niveau international. Donc, je dirais que c'est le foisonnement de ce qui est possible de faire. Donc, remonter les chiffres dans les spécialités, remonter les chiffres aussi dans les écoles d'ingénieurs, parce que 28%, c'est pas top. Remonter les chiffres aussi dans les cursus et les formations, parce que 16%, c'est pas bon non plus. Et on a besoin de vous maintenant. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, merci à toutes les 5. C'était des super témoignages, plein d'énergie. Donc, je pense que ça va créer des vocations, je l'espère. Excusez-nous pour les conditions un peu rock'n'roll du direct, puisqu'on est à Vivatech, en plein milieu, donc on s'est passé l'ordinateur. On espère que vous n'avez rien perdu de la substance de ce qui a été dit. Et on vous souhaite plein de bonnes choses dans le numérique. Et même si papa, maman, l'orienteur, le conseiller Pôle emploi vous dit « Est-ce que tu es sûr ?» Oui, tu es sûr. Voilà, c'est sûr. Merci beaucoup et profitez bien du reste des conférences. Au revoir. Ah ouais, on a la séance du matin.